Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondé par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigé par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 5 séries. Économie et innovation, le monde en question, crisis, clichés et cours principaux. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. Dans la série Le monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Prologue. Le capitalisme est en train de s'autodétruire. Mais il n'y arrivera pas tout seul. C'était avant le krach boursier d'octobre 2008 et avant la crise des subprimes de l'été 2007. Les médias de toute la planète célébraient d'une même voix le triomphe du libéralisme. Le nombre de milliardaires dans le monde avait doublé en l'espace de 4 ans. Le millième d'entre eux venait de se voir souhaiter la bienvenue au club. La Chine s'était convertie aux bienfaits de l'économie de marché. L'Union soviétique et le mur de Berlin n'étaient plus que de mauvais souvenirs pour la bourgeoisie. Le monde n'était plus divisé sur des bases idéologiques, écrivait alors l'économiste Joseph Stiglitz, ancien conseiller de Bill Clinton et vice-président de la Banque mondiale. Le capitalisme avait triomphé du communisme, mais il y avait plus. Sa version américaine, fondée sur l'individualisme pur et dur, l'avait apparemment emporté sur d'autres conceptions plus édulcorées, moins tranchées, de ce système économique. Il y avait bien quelques voix discordantes ici et là, dont celle de Stiglitz justement, parmi des gens haut placés. Des gens qui, sans être des adversaires du système, loin de là, en dénonçaient ce qu'ils considéraient comme des excès ou des dérives menant droit dans le mur. Le mur, nous y sommes depuis plus d'1 an. La crise des crédits immobiliers aux États-Unis s'est transformée en crise financière internationale. Une première panique a soufflé sur les places boursières en janvier 2008. En même temps, les capitaux spéculatifs qui refluaient du secteur de l'immobilier se sont rués sur d'autres marchés, provoquant la flambée des cours du pétrole et des matières premières. Et les mois de septembre et octobre de cette même année ont vu la faillite d'établissements financiers et l'effondrement du cours des actions, faisant planer sur le monde le spectre de la crise de 1929. Le comportement des marchés boursiers est devenu complètement irrationnel, commentait un trader sur une chaîne de télévision,
comme si le comportement de ces marchés avait la réputation d'être rationnel le reste du temps. Mais la crise n'est pas restée cantonnée dans le monde de la finance. Partout dans le monde, des vagues de licenciements et de fermetures d'entreprises ont déferlé pendant toute cette année, succédant à ceux des années précédentes. Et on nous annonce que ce n'est pas fini, et que le pire est encore devant nous. L'économie capitaliste est entrée dans une phase de récession, qui pourrait bien être la plus grave depuis 1929, si ce n'est pire. Une récession que les licenciements et les fermetures d'entreprises ne peuvent qu'aggraver. Les réactions de chaque groupe industriel face à la crise ne font qu'approfondir cette dernière dans son ensemble. Mais c'est une contradiction inhérente au système capitaliste depuis ses origines. Les milliards comme s'il en pleuvait. Contrairement à ce qui s'est passé en 1929, les gouvernements des pays industrialisés sont intervenus massivement à partir de 2008 pour colmater les brèches du système. Partout, les banques centrales ont volé au secours des banques privées, à coups de dizaines puis de centaines de milliards d'euros ou de dollars, des chiffres qui donnent le tournis et qui n'ont aucune signification concrète pour le commun des mortels. Ainsi, à partir d'avril 2008, la Banque d'Angleterre rachetait les titres invendables des banques privées contre des bons du Trésor. Une opération qui aura coûté à l'État britannique l'équivalent de 250 milliards d'euros. En août de la même année, c'est le gouvernement américain qui a mis 300 milliards de dollars à la disposition des banques, officiellement pour leur permettre de rééchelonner la dette des emprunteurs de l'immobilier. Le même gouvernement américain, après la faillite de Lehman Brothers fin septembre 2008, sortait de son chapeau le plan Paulson, 700 milliards de dollars pour acheter avec l'argent des contribuables, les créances douteuses et autres produits toxiques des banques. La Banque centrale européenne, peu avant, avait injecté 380 milliards d'euros de liquidités sur le marché financier, euphémisme pour éviter de dire qu'elle a mis cette somme à la disposition des banquiers en difficulté. Ce qui n'empêchait pas chaque État de la zone euro de mettre lui-même la main à la poche. Ainsi, le gouvernement français, lui qui se lamentait un an auparavant que les caisses étaient vides, a trouvé d'un seul coup 360 milliards d'euros, 30 fois le trou de la Sécu dont on nous rebat les oreilles à longueur d'année pour voler au secours des banquiers. Sur ces 360 milliards, 40 ont été sortis presque immédiatement. Les 320 autres milliards en théorie ne sont là qu'à titre de garantie, mais au train où vont les choses, cette garantie pourrait y passer aussi vite que le reste. Et à ces sommes qui défient l'entendement s'ajoutent, toujours pour la France, 22 autres milliards présentés comme des aides aux PME, mais néanmoins versés aux banques qui financent ces PME. Début avril 2009, le montant cumulé des aides publiques aux banques de l'Union européenne s'élevait à 3 000 milliards d'euros, soit l'équivalent de 25% du produit intérieur brut des nations concernées. État, sauve-nous. Cet interventionnisme étatique débridé pourrait surprendre, de la part de gouvernements qui ne juraient que par le libéralisme il y a peu, répétant à qui mieux que la meilleure façon de régler les problèmes était de laisser agir les lois du marché. Mais ces mêmes gouvernements sont allés bien plus loin dans le reniement de leur credo libéral. Eux qui privatisaient tant qu'ils pouvaient dans la période précédente, les voilà devenus des adeptes de la nationalisation, totale ou partielle, dès qu'une grande banque est menacée de faillite. Le gouvernement britannique a donné l'exemple avec la Northern Rock, qu'il s'est décidé à nationaliser en février 2008 après l'avoir renfloué de 35 milliards d'euros. 7 mois plus tard, il en a fait autant avec la banque Bradford et Bingley. En octobre de la même année, il annonçait un plan de soutien aux 8 plus grandes banques du pays, passant par une prise de participation pouvant d'aller jusqu'à 50 milliards de livres, 65 milliards d'euros, ce qui équivaut à une nationalisation partielle. Début octobre 2008, ce sont les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg qui ont nationalisé Fortis, la deuxième banque du Benelux, avant de la revendre en partie à la BNP Paribas dont l'État belge devenait en contrepartie le premier actionnaire. Depuis, c'est l'État français qui a pris la relève. Le Danemark et l'Islande, dans le même temps, nationalisaient chacun un établissement financier en faillite, et l'Allemagne nationalisait partiellement la banque Hypo Real Estate. Le gouvernement américain lui-même a dû se résoudre à commettre ce sacrilège contre la religion de la libre entreprise. Fin septembre, la première compagnie d'assurance mondiale, AIG,
a été racheté quelques heures avant son dépôt de bilan par la Réserve fédérale, l'équivalent de la Banque centrale aux États-Unis, pour la modique somme de 85 milliards de dollars, l'État américain recevant en échange 80% de son capital. Quelques jours plus tôt, les organismes de refinancement hypothécaire Freddie Mac et Fannie Mae avaient été placés sous tutelle gouvernementale en contrepartie de leur refinancement à hauteur de 1,00 milliard de dollars pour chacune de ces sociétés, un record mondial en matière de renflouement de sociétés privées par les pouvoirs publics. C'est le Trésor américain qui a désormais à sa charge les 5 400 milliards de dollars de prêts, possédés ou garantis par les deux organismes. Pas plus pour AIG que pour Freddie Mac et Fannie Mae, le mot nationalisation n'a toutefois été prononcé. Fannie Mae comme Freddie Mac sont pourtant d'anciens organismes étatiques, qui avaient été privatisés lorsqu'ils étaient devenus rentables. Mais il y a des mots qui restent tabous aux États-Unis. Le libéralisme n'a plus la cote. Un autre mot était devenu tabou ces dernières années, capitalisme. Il n'était plus question que de libéralisme, un terme qui était censé faire meilleur effet en jouant sur l'amalgame avec la liberté politique. À la longue, c'est pourtant l'inverse qui s'est produit, et le mot libéralisme est devenu péjoratif pour la plupart des gens, synonyme de privatisation, déréglementation, démantèlement des services publics et remise en cause des acquis sociaux. Et voilà qu'avec l'aggravation de la crise économique, l'échelle des valeurs s'est renversée chez les journalistes, les chroniqueurs économiques et les responsables politiques. Tous viennent maintenant nous dire que le capitalisme n'est pas en cause, et que nos ennuis ne viennent que des excès de libéralisme de ces dernières années. Les dérèglements actuels prouvent que l'on ne peut pas se reposer totalement sur le marché, déclarait ainsi un ancien ambassadeur des États-Unis dans une interview au journal Les Échos. Dans un pays où des ponts s'écroulent, des routes sont délabrées, où un ouragan comme Katrina détruit la Nouvelle-Orléans et symbolise l'impuissance du gouvernement, comment peut-on encore prétendre que l'État n'a pas de rôle positif à jouer ? L'ancien Premier ministre français Édouard Balladur s'est inquiété pour sa part des dérives du libéralisme à propos de l'affaire de la Société Générale, lorsque cette dernière a perdu 5 milliards d'euros à la suite des spéculations d'un de ses traders. Nous sommes dans un monde dans lequel le crédit est créé de façon anarchique et circule également de façon anarchique, a-t-il affirmé. Comme je suis libéral, je m'inquiète de ces dérives du libéralisme car la liberté doit être toujours contrôlée, organisée et les déviations doivent être sanctionnées, sans quoi c'est la loi de la jungle et pas le libéralisme. Pour ne pas être en reste, l'actuel Premier ministre, François Fillon, voit quant à lui le monde au bord du gouffre par la faute d'un système irresponsable, pendant que Sarkozy multiplie les discours où il fustige les patrons voyous et pourfend le capitalisme financier sans morale, ce qui a beaucoup d'effet sur les patrons et les financiers assurément en France comme dans le reste du monde. Les dérives du système. Ces critiques contre les excès en matière de libéralisme ne font que reprendre aujourd'hui ce que des gens comme Stiglitz écrivent depuis plus de 10 ans. L'économie de marché, pour bien fonctionner, a besoin de lois et de règlements qui assurent une concurrence équitable, défendent l'environnement, protègent consommateurs et investisseurs afin qu'ils ne soient pas volés d'eux. Et plus loin, dans le même ouvrage, les mutations des folles années 1990 ont peut-être accru en fait notre vulnérabilité en rendant l'économie plus sensible au choc 3. Un autre thème revient constamment dans la condamnation des dérives de l'économie capitaliste. La bulle spéculative et l'hypertrophie des marchés financiers au détriment de l'économie réelle. Que l'argent qui coule à flot actuellement dans l'économie mondiale soit utilisé à bon escient pour favoriser l'adaptation des économies, investir dans les ordinateurs, les usines, les infrastructures, la recherche et développement, et non pour alimenter la quête à court terme de rendements financiers déraisonnables, au détriment des entreprises et de leurs salariés comme de l'ensemble des économies, revendiquent ainsi Patrick Artus et Marie-Paul Virard, dont le livre porte le titre prémonitoire Le capitalisme est en train de s'autodétruire 4. Que le capitalisme soit en train de s'autodétruire ou qu'il ait seulement perdu la tête, dans les deux cas le point de vue des auteurs de ces livres est qu'il faut malgré tout le défendre, y compris contre lui-même. Stiglitz prend donc bien soin de fixer des limites au rôle que doit jouer l'État dans l'économie selon lui. La puissance publique, comme les marchés, souffre de toute une série d'imperfections,
et elles conduisent à des échecs de l'État, aussi problématiques que ceux du marché. C'est bien pourquoi État et marché doivent coopérer, se compléter, chacun complétant les faiblesses de l'autre et prenant appui sur ses forces 5. Ce prix Nobel d'économie rêve ainsi d'un capitalisme raisonnable, qui saurait coopérer et se compléter avec l'État. Mais c'est précisément ce que fait le capitalisme en ce moment même, et ce qu'il n'a cessé de faire depuis ses origines en vérité. Les profits pour le capital, les pertes pour l'État. Les rôles de l'un et de l'autre ne se complètent-ils pas merveilleusement en définitive ? Artus et Virard rêvent de restaurer un capitalisme de l'âge d'or qu'on a dû leur conter dans leur enfance. Le capitalisme est normalement conçu comme le système qui assure l'allocation la plus efficace des ressources rares, l'épargne en particulier, affirme-t-il ainsi avant de poursuivre. Or, l'obsession de la rentabilité à court terme pervertit totalement le système et in fine apporte de l' au moulin de ses contempteurs. Les entreprises ne sont plus incitées à imaginer et réaliser les projets qui créeraient de la croissance et de la rentabilité dans le long terme, et les investisseurs se concentrent sur leurs décisions dans un horizon court et ne surpaient plus celles qui investissent sur le long terme, bien au contraire. Or, cette logique court-termiste à rentabilité élevée porte en elle-même sa propre fin, puisqu'elle suppose de sacrifier l'avenir. Notre propos n'est donc pas de condamner le capitalisme, mais de tirer la sonnette d'alarme 6. À en croire ses auteurs, le système capitaliste serait donc normalement conçu pour réaliser des projets et créer de la croissance. C'est pour s'être écarté de ce droit chemin, pour s'être fourvoyé dans la recherche du profit avant tout et dans l'obsession de la rentabilité à court terme, qu'il connaîtrait aujourd'hui les graves difficultés que l'on sait. Ah, si seulement on avait écouté ceux qui tiraient la sonnette d'alarme. Et si Marx avait raison. La crise actuelle n'est pourtant pas la première du genre, même si on n'en avait plus connu d'aussi grave depuis 1929. Les crises économiques accompagnent en fait le capitalisme depuis 2 siècles, et sont un des traits caractéristiques de cette forme d'économie. On nous explique sur les médias que ce que nous sommes en train de vivre est fondamentalement une crise financière, qui va malheureusement se répercuter sur l'économie réelle et a même déjà commencé à le faire. Mais c'est le genre d'explication qui n'explique rien. L'économie réelle avait donné de nombreux signes de mauvaise santé non seulement avant le krach boursier d'octobre 2008, mais même avant la crise des subprimes de l'été 2007. La crise financière actuelle est autant une conséquence de cette mauvaise santé que la cause du marasme économique à venir dans les mois et les années qui viennent. La spéculation financière peut en partie masquer la situation économique réelle, les cours de la bourse continuant à monter un certain temps pendant que l'industrie et les services sont déjà entrés en semi-récession. La chute des cours n'en est que plus brutale au moment où elle se produit, avec des répercussions d'autant plus graves sur la production et sur l'emploi. La crise des subprimes a elle-même été déclenchée par la hausse des taux d'intérêt. Mais celle-ci a été provoquée à son tour par l'emballement du secteur de l'immobilier, face à des acheteurs de milieux populaires contraints de s'endetter toujours plus pour acheter leur maison ou leur appartement. En dernière analyse, d'un point de vue marxiste, il s'agit donc d'une classique crise de surproduction, même si elle a pris la forme extérieure d'une crise des crédits immobiliers, qui s'est propagée à l'ensemble du système financier par le biais des produits dérivés basés sur ces crédits. Là où les meilleurs économistes bourgeois, malgré toute leur science et leur familiarité avec le monde des affaires, en reste à l'aspect extérieur des phénomènes, le marxisme a l'incomparable avantage d'aller au fond des choses et de dévoiler les mécanismes internes de l'économie capitaliste dont la crise n'est que la conséquence ultime. Il arrive que des économistes chevronnés, voire des grands patrons, le reconnaissent eux-mêmes, loin des oreilles indiscrètes. Le magazine économique Challenge, peu suspect de sympathie pour le marxisme, publiait ainsi en décembre 2007 une interview de Pascal Lamy, directeur de l'Organisation mondiale du commerce, reconnaissant que personne depuis Marx n'a inventé une analyse de la même importance, et que ses travaux fournissent une parfaite boîte à outils intellectuelle pour analyser le capitalisme de marché d'aujourd'hui. Même hommage de la part d'Alain Minck, ex-patron d'Air Industrie et de Saint-Gobain, grand apôtre du libéralisme et de la déréglementation, affirmant dans la même revue que le marxisme donne la meilleure explication du capitalisme d'aujourd'hui. Avant eux, Jacques Attali,
ancien conseiller de Mitterrand passé au service de Sarkozy, s'est fendu d'un livre, Karl Marx ou l'esprit du monde 7, dans lequel il dit sa fascination pour la précision de sa pensée, la force de sa dialectique, la puissance de son raisonnement, la clarté de ses analyses et bien d'autres choses encore. Hélas pour ses représentants du grand patronat, Marx ne s'en est pas tenu à ses travaux économiques. Il a aussi fait de la politique, et on chuchote même qu'il aurait été communiste. Mais après tout, peut-être que sur ce plan-là non plus il n'avait pas tort. Première partie, pour en finir avec l'immobilisme, vive la marche arrière. 40 annuités, voire plus si affinités. Dans une contrée retirée du Japon au XVIII siècle, la coutume voulait qu'à l'âge de 70 ans les vieux soient conduits au sommet du mont Nara, où on les abandonnait et où les corbeaux pouvaient les dévorer tranquillement. C'est ce qu'on peut voir dans un film d'il y a 25 ans, La Ballade de Nara-Jama. Inutile de préciser qu'on n'a pas ces mœurs-là dans la France du XXI siècle. Chez nous on respecte les vieux, on supprime des jours fériés en leur nom, on instaure des franchises médicales pour mieux traiter leurs maladies de vieillesse. On pousse même la délicatesse jusqu'à les appeler des seniors, et non des vieux. Le problème, c'est qu'il y a des seniors qui exagèrent. Non contents d'avoir pu prendre leur retraite à 60 ans et après seulement 37 années et demie de travail, ils s'acharnent maintenant à vivre jusqu'à plus d'âge. La canicule de 2003 en a bien éliminé 15 000, mais les autres s'accrochent de plus belle. Résultat, de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. Et qui est-ce qui se retrouve en déséquilibre? Les caisses de retraite, évidemment. Les caisses sont vides, est reconnu. Des esprits mal tournés feront valoir qu'elles seraient moins en déséquilibre. Les caisses en question, sans les allègements de cotisations multiples et variés dont les entreprises ont bénéficié depuis de nombreuses années. Ou sans les retards de cotisation de l'État lui-même en tant qu'employeur. Fin 2006, il devait plus de 5 milliards d'euros au Fonds de solidarité vieillesse. Ou encore sans les ponctions dans les caisses de salariés pour renflouer les régimes des non-salariés. Plus de 7 milliards au total, toujours en 2006. Des esprits plus pervers encore ajouteront que moins d'actifs peuvent très bien produire davantage de richesses grâce à l'augmentation de la productivité, comme le montre l'évolution du produit intérieur brut qui n'a pratiquement jamais diminué en France depuis 60 ans. Entre 2000 et 2006 par exemple, il a augmenté de plus de 10%, en euros constants. Le nombre de retraités augmentant moins vite que la richesse de la société, où est le problème? Mais ce sont là des raisonnements simplistes de gens qui ne connaissent rien des réalités économiques. Car pendant que le PIB augmente pour le bonheur de tous, les entreprises, elles, doivent affronter la concurrence de pays où les coûts salariaux sont 10 fois moins élevés que chez nous et où les retraites n'existent pas. Comment veut-on qu'elles s'en sortent, les entreprises? Nul n'ignore qu'elles sont écrasées par les charges sociales, une expression qui dit bien ce qu'elle veut dire, elle le dit même si bien qu'on pourrait la croire inventée à dessein pour nous faire ressentir à quel point les entreprises sont écrasées. Et comme les caisses de retraite sont en partie alimentées par ces écrasantes charges sociales, voilà pourquoi la retraite à 60 ans, après 37 annuités et demie de cotisation et calculée sur les 10 meilleures années en termes de salaire, ce n'est vraiment plus possible. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que ça change. Le MEDEF en avait rêvé, les gouvernements l'ont fait. Ils ont dû s'y reprendre à pas mal de fois, nos gouvernants. Les salariés du privé d'abord, les fonctionnaires ensuite et les régimes spéciaux pour terminer. Il paraît qu'il a fallu pour cela un certain courage aux ministres, et beaucoup de journalistes pour parler de ce courage dans leurs journaux. Mais bon, c'est le résultat qui compte. De 37 annuités et demie, on est donc passé à 40, avec une pension calculée sur les 25 meilleures années au lieu de 10 et indexée sur les prix et non plus sur les salaires. Ce qui fait une différence en bas de la feuille, certes. Mais au risque de me répéter, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que ça change. D'autant que la France est l'un des pays d'Europe où le taux d'emploi des plus de 54 ans est le plus bas. À qui la faute? On se le demande bien. Des mesures ont pourtant été prises au nom de cet emploi, comme l'instauration d'un contrat à durée déterminée de 18 mois pour les plus de 57 ans. Mais les plus de 57 ans n'ont pas voulu profiter de cette offre généreuse. Les caisses sont toujours vides, on s'en serait douté.
Le passage de 37 annuités et demie à 40 pour toucher sa retraite à taux plein, lui aussi, aurait dû logiquement faire remonter l'emploi des seniors. Pour l'instant, il a surtout fait baisser le montant de leur pension. Mais les seniors, incorrigibles, s'obstinent imperturbablement à vivre de plus en plus vieux, même avec des pensions diminuées. Et qui est-ce qui se retrouve en déséquilibre du coup ? Les mêmes caisses de retraite que tout à l'heure naturellement. Comme ces mêmes caisses sont alimentées par ces mêmes charges sociales par lesquelles les mêmes entreprises continuent à être écrasées, la conclusion s'impose, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. La retraite après 40 annuités, ça ne va pas tarder à ne plus être possible non plus. Comme l'affirme un rapport remis aux députés en décembre 2007, de 40 ans de cotisation, il faudra bientôt passer à 41,5. Voire plus, si le vieillissement de la population ne veut pas s'arrêter. 42 annuités, 43, 45 ? On y réfléchit déjà. De même qu'on vient de prendre des dispositions pour permettre aux salariés de travailler au-delà de 65 ans. Les jeunes entrant de plus en plus tard dans la vie active à l'autre bout de la chaîne, le temps n'est peut-être plus éloigné où on pourra bénéficier de la retraite à 70 ans. Avec en prime, comme cadeau de départ et d'anniversaire, une excursion touristique au sommet du mont Nara. Il faudra bien se décider à faire comprendre aux seniors qu'ils ne peuvent rester éternellement un poids pour la société. 35 heures pile il gagne face je perds. Il paraît que nous sommes vraiment un cas d'espèce. La semaine de 35 heures n'existerait nulle part ailleurs que chez nous. Sauf en Allemagne, dans 5 branches de l'industrie, et même avec 10 ans d'avance sur nous pour la métallurgie. Oui, mais ces branches d'industrie d'outre-Rhin ont obtenu des assouplissements et peuvent avoir jusqu'à 50% de salariés effectuant 40 heures hebdomadaires. En France aussi à vrai dire, à peu de choses près. Mais il n'empêche, nous sommes quand même un cas d'espèce. Aucun autre pays industrialisé n'a mis en place une réforme similaire de réduction imposée et généralisée du temps de travail. Et aujourd'hui, nous voilà bien punis de notre témérité. La réforme des 35 heures, en augmentant le coût du travail pour les entreprises, a réduit la compétitivité prix de l'économie française. C'est ce qu'on peut lire dans l'article 35 heures de Wikipédia sur Internet. Mais que ceux qui n'ont pas accès à Internet se consolent, on peut lire la même chose dans n'importe quel journal ou l'entendre sur n'importe quel média. Face à un aussi grave problème, que croyez-vous qu'ont fait les patrons ? Ils ont réclamé des allègements de charges et des dégrèvements fiscaux, vous l'avez deviné sans aucun doute. Allègements et dégrèvements qui leur ont été accordés, vous l'avez deviné d'eux-mêmes. Pour un montant s'élevant à 16 milliards d'euros chaque année, toujours d'après Wikipédia. Mais ça n'a pas suffi à rétablir la compétitivité prix de l'économie française. Une loi faite pour être négociée. Le patronat a donc négocié les modalités d'application des 35 heures. Et par bonheur pour lui, la loi Aubry était conçue pour que son application soit négociée. Cette loi sur les 35 heures n'a en effet jamais signifié qu'il était interdit de travailler plus, contrairement à ce que des naïfs, mais vraiment naïfs, pourraient croire. Elle signifie que les heures supplémentaires au-delà de ces 35 heures doivent en principe donner lieu à compensation. Ce qui laisse tout de même une place pour la discussion, non seulement sur le en principe, mais aussi sur la forme et le montant de la compensation. Comme on ne prend jamais trop de précautions, la discussion avait d'ailleurs commencé avant même que ces lois ne soient votées. Grâce à quoi, dès le départ, les entreprises de moins de 10 salariés ont obtenu la possibilité de faire travailler leurs employés 39 heures par semaine comme auparavant, les 4 dernières heures étant simplement majorées de 1,0%. Ce qui revenait à remplacer la réduction d'horaire par une augmentation de salaire de 1%, 1,0% sur 1/10 des heures. Ces patrons pouvaient aussi choisir d'appliquer les 35 heures payées 35, soit une diminution de salaire de 10% cette fois. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les 35 heures devaient théoriquement s'appliquer sans réduction de salaire. En contrepartie, les salariés se sont vus imposer pour les années à venir une modération salariale, jolie trouvaille linguistique pour éviter l'expression qui fâche, gel des salaires. À cela est venu s'ajouter, ou plutôt se soustraire, la limitation du paiement des astreintes à la partie pendant laquelle le salarié a effectivement travaillé.
On pouvait donc dès lors être d'astreinte tout un week-end sans toucher un centime d'indemnité. De même, dans certaines entreprises, la pause casse-croûte ou le temps passé au vestiaire était désormais décompté du temps de travail. Quant aux heures supplémentaires, au lieu d'être rémunérées comme c'était le cas jusque-là, elles donnaient lieu désormais à un repos compensateur, les RTT, et cette règle valait non seulement à partir de la 36e heure, mais même au-delà de la 39e. Les ouvriers qui travaillaient 42 heures et qui touchaient précédemment 3 heures supplémentaires, voyaient donc leur salaire amputé de ces 3 heures en contrepartie de 7 heures de RTT. La hausse des prix n'ayant pas pris de vacances pour autant, toutes ces mesures se sont traduites pour beaucoup par une baisse du pouvoir d'achat, particulièrement sensible avec le passage à l'euro en 2002, puis avec la poussée d'inflation de 2007 à 2008. Sans doute pour faire bref, les journalistes adorent faire bref, cette baisse du pouvoir d'achat a été présentée comme une conséquence des 35 heures et non du gel des salaires ou du non-paiement d'heures autrefois rémunérées. Les 35 heures, mode d'emploi, aménagé avant de s'en servir. Mais cette modération salariale n'a toujours pas suffi à rétablir la compétitivité, prix. Le patronat a donc négocié des aménagements aux 35 heures. Dès janvier 2000, sous le gouvernement Jospin, une loi introduisait la modulation des heures de travail, autrement dit la fameuse flexibilité des horaires tant réclamée par les employeurs. Il leur suffit pour cela de signer un accord de branche avec les organisations syndicales les plus compréhensives, ou un accord d'entreprise avec les représentants du personnel les plus raisonnables. Moyennant quoi la modulation permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année, en augmentant les horaires en période de haute activité, et en réduisant les horaires en période de basse activité. Dans ce cadre, la semaine de travail peut dépasser la durée légale, 35 heures, sans pour autant donner droit à des RTT tant que la durée annuelle ne dépasse pas 1600 heures, 1607 depuis que le lundi de Pentecôte n'est plus férié. Là où aucun accord de modulation n'a pu être soutiré ni aux uns ni aux autres, en guise de lot de consolation, le nombre total maximum d'heures supplémentaires a été porté à 180 par an, puis à 220 au lieu des 130 initialement autorisés. Il est d'ailleurs possible de dépasser ce maximum à condition d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Malgré toutes ces excellentes choses, la compétitivité prix n'était toujours pas au rendez-vous. Il restait un dernier effort à faire pour y parvenir. La réduction du temps de travail a donc été accompagnée, un peu partout, de mesures de restructuration et de pressions diverses visant à augmenter l'intensité du travail. À l'issue de cette ultime épreuve, il semble qu'on ait enfin vu le bout du tunnel, et même un peu plus d'après le baromètre de la productivité individuelle des salariés, établi par le cabinet Proudfoot Consulting. Cette productivité individuelle aurait augmenté de 10% en France entre 2001 et 2004, ce qui est une autre façon de dire que le salarié accomplissait désormais en 35 heures le même travail qui lui en demandait 39 auparavant. L'INSEE, de son côté, estime que la productivité horaire du salarié français en 2004 était supérieure de 16,5% à la moyenne de l'Europe des 15. Alors qu'en 1996, d'après la même étude, la productivité horaire en France était seulement de 11% supérieure à celle de nos partenaires européens. Finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Circuler, y a plus rien à voir. Depuis 2004, on a progressivement assoupli le régime des RTT, autorisé les salariés à les verser sur un compte épargne-temps, 7, autorisé les entreprises à solder les 7 sous forme d'argent. Un argent qui ne sera pas de refus pour bon nombre de salariés, même s'il est loin de combler la baisse de leur pouvoir d'achat ces dernières années. Plus récemment, en juillet 2008, un texte adopté par le Parlement permet à chaque entreprise de négocier sa durée du travail et ses contreparties en dérogeant aux obligations jusqu'ici fixées par les accords de branche. L'annualisation du temps de travail et le dépassement du contingent d'heures supplémentaires ne sont plus soumis à l'autorisation de l'inspection du travail. Mais du coup, que reste-t-il de la loi des 35 heures ? Tout juste un cadre fixant la durée légale du travail, plus une jungle de textes fixant ses modalités d'application, de dérogation et d'assouplissement. Alors, maintenant que les 35 heures ont permis d'imposer aux salariés flexibilité, augmentation des cadences et gel des salaires, pourquoi les patrons s'embarrasseraient-ils plus longtemps de cet archaïsme,
de ce carcan, de cet empêcheur de travailler en rond? Pourquoi ne pas en conserver les retombées heureuses pour le patronat, tout en revenant aux 39 heures ou plus? Il faut abandonner la durée légale du travail, pour définir la durée du travail entreprise par entreprise, proclame même Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. On y pense très fort en haut lieu. Mais de nombreuses entreprises n'ont pas attendu le feu vert du gouvernement pour passer à l'acte. Tantôt par le biais d'un accord avec les syndicats, tantôt en faisant voter le personnel lui-même, brandissant ici la menace de délocalisation, là le spectre de la fermeture du site, les directions ont arraché le retour à 37,38 heures ou la suppression de jours de RTT sans aucune compensation salariale le plus souvent. La presse économique commence d'ailleurs à minimiser les avantages que le patronat a pu tirer des 35 heures. L'augmentation de la productivité en particulier n'aurait vraiment joué que les premières années, paraît-il. En clair, il est temps de passer à la suite. Travailler plus pour leur faire gagner plus. Travailler plus pour gagner plus, voilà une idée qu'elle est bonne. Que n'y avait-on pensé plus tôt? Dès demain, comme un seul homme, tous les salariés se précipiteront chez leur patron. Bonjour monsieur le patron. Je voudrais travailler plus pour gagner plus. J'allais vous le proposer. Combien d'heures souhaitez-vous faire? 42? 45? Affaire conclue, vous commencez tout de suite. Comme chacun sait, ce sont les salariés qui décident de leur horaire de travail et les employeurs qui adaptent la production en fonction des souhaits du personnel. Pour l'instant, les choses ne se passent pas exactement ainsi. La faute en incombe aux 35 heures qui empêchent ceux qui veulent travailler plus de le faire. Ce qui prouve bien que cette loi est injuste et nuisible. Dans quelques cas, 2 millions tout au plus, l'entrevue ci-dessus pourrait donner lieu à des variations mineures. Bonjour monsieur le patron. Je suis à temps partiel non voulu, je souhaiterais travailler à temps plein pour gagner un salaire plein. À temps plein? Mais il fallait me le dire, voyons. Aucun problème, vous y êtes à compter d'aujourd'hui. Là encore, c'est la faute aux 35 heures si les chefs d'entreprise sont induits en erreur et croient que leurs employés veulent travailler moins pour gagner moins. Dans d'autres cas tout aussi exceptionnels, la scène pourrait se jouer dans un autre décor. Bonjour monsieur le Pôle emploi. Je suis sans emploi, je voudrais travailler plus pour gagner plus. C'est comme si c'était fait, monsieur le chômeur. On vous attendait justement, nous avons tout ce qu'il vous faut. Mais à nouveau, tout cela n'est que de la fiction. Et à qui la faute, s'il vous plaît? Aux 35 heures, c'est bien, il y en a qui suivent. Parce que les 35 heures découragent les investisseurs de créer des emplois. Ils l'ont même dit à la télé l'autre soir. Arrêtons de décourager les investisseurs. Une autre plaie qui dissuade les investisseurs d'investir, malgré toute leur bonne volonté, c'est le niveau trop élevé des salaires. C'est du moins ce qu'on entend sur les médias du matin au soir. Prenez le SMIC par exemple. En juillet 2007, il a encore augmenté de 2,1%, alors que la hausse officielle des prix n'était que de 1,2% depuis un an. Avec plus de 2 millions de smicards, comment voulez-vous que les entreprises s'en sortent? Je vous le demande. Elles ne s'en sortent pas, ou elles le disent en tout cas, et c'est pourquoi le MEDEF réclame qu'on en finisse avec ces revalorisations systématiques du SMIC chaque année. Le patronat réclame aussi que les primes, les indemnités, le 13e mois, soient désormais inclus dans le salaire minimum au lieu de venir s'y ajouter. Un minimum, c'est un minimum, ou alors les mots n'ont plus aucun sens. Mais il n'y a pas que le SMIC. Pour les autres salaires, ce serait pire encore. Ce sont des sommes folles que les patrons doivent dépenser tous les mois, les pauvres. Ils ont donc réagi comme il se devait. La situation ne pouvait s'éterniser, il fallait bien que ça cesse un jour ou l'autre. Ça fait déjà quelques années en réalité. Peut-être même un peu plus. D'après les chiffres de la Commission européenne, la part des salaires dans le produit intérieur brut a diminué de plus de 9% en France, entre 1993 et 2006. Dans le reste de l'Europe aussi d'ailleurs. Et dans le reste du monde il n'en va pas autrement. Comme rien ne se perd et rien ne se crée, la part des profits en a profité si l'on ose dire. Au sein du G7, réunissant les 7 pays les plus riches du monde, il représentait 14% du PIB en 2004, contre 1,0% seulement au début des années 1980.
Ce qui n'empêche pas le niveau des salaires de rester trop élevé. Puisqu'on vous le dit. La seule façon de gagner plus. En 20 ans, fin 1987, fin 2007, le CAC 40, l'indice de la Bourse de Paris qui représente la moyenne du cours des 40 plus grosses sociétés cotées, est passé de 1000 à 5000. Il est bien retombé depuis, mais reste malgré tout à plus de 3400 fin juillet 2009. Sur la même période, le SMIC est passé de 4,24 € de l'heure, 27,844 F, à 8,44. Augmentation tout à fait excessive mettant en péril la santé des entreprises. Si les salaires avaient évolué au même rythme que les indices boursiers, il est vrai que le SMIC serait actuellement à 14,4 € de l'heure, ce qui ferait plus de 2000 € bruts mensuels sur la base des 35 heures hebdomadaires. Et avant le krach boursier de l'automne 2008, le SMIC serait même monté jusqu'à 3600 € par mois. Voilà ce qu'affirme la propagande marxiste, mais là, on est en plein rêve. Il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens. Ceux qui veulent gagner plus doivent travailler plus, un point c'est tout. Ou alors avoir de l'argent et l'investir en bourse. Il n'y a pas d'autre alternative. Le remède favori des médecins de Molière. Lavement d'intestin plus saignée plus purge, c'était leur recette miracle à ces médecins-là. En latin de cuisine dans le texte. Clisterium donar. Postea senior. Ensuite à purgare 8. Ça guérissait de tout ce qu'on n'avait pas, à condition de survivre au traitement bien entendu. Médecine d'un autre âge ? Moins qu'on ne le croit. Elle continue d'avoir ses adeptes aujourd'hui. Dans une entreprise de 250 employés, on voit un jour débarquer un cost killer, jeune diplômé venu pour faire un audit. Il se met à chronométrer les gestes de travail, à éplucher les livres de compte, à consulter les statistiques sur l'absentéisme. Et voilà que cette usine qu'on croyait en bonne santé se révèle gravement malade, elle aussi, comme dans Molière. D'où prescription, Clisterium donar, postea senior, ensuite à purgare. Le rapport d'audit préconise d'abandonner les activités les moins rentables et de supprimer 87 postes. Finalement, la fabrique est rachetée par un grand groupe. C'était prévu dès le départ, mais les ouvriers l'ignoraient bien sûr. La réduction des effectifs entre-temps aura juste permis au patron d'en tirer un meilleur prix. Demain on purge gratis. Ce n'était qu'un film cette fois-ci neuf. Toute ressemblance avec des pratiques existantes ne saurait donc être qu'une coïncidence. Mais les coïncidences prolifèrent par les temps qui courent. Un téléfilm sur le même sujet avait été diffusé quelques mois plus tôt. Et dans le même temps du côté de la vraie vie, purge et saignée, ou dégraissage comme on dit si joliment, n'en finissent pas de défrayer la chronique, des plus petites entreprises aux plus grandes. En janvier 2008, les salariés de l'aciérie de Gandrange, appartenant au géant de la sidérurgie ArcelorMittal, apprenaient ainsi la suppression programmée de 600 des 1000 emplois de leur site, dans le cadre d'une réorganisation. La demande mondiale d'acier n'avait pourtant jamais été aussi forte, ni les profits du groupe aussi élevés, en hausse de 30% sur un an. Oui, mais l'usine de Gandrange, elle, avait de mauvais résultats voyez-vous. Entendez par là des résultats inférieurs à la moyenne de cette multinationale. Dans un tel cas il n'y a pas à hésiter. Clisterium donar, postea senior, ensuite à purgare. De toute façon, le patron d'ArcelorMittal avait racheté l'usine pour un franc symbolique en 1999, c'était avant le passage à l'euro. On ne va pas pleurer pour un franc 10. Chez EADS non plus, il n'y avait pas à hésiter, quand on a appris que l'A380, le futur avion gros porteur, avait pris un énorme retard. Comment fait-on pour rattraper le retard ? On diminue les effectifs, c'est la logique même. Clisterium donar, postea senior, ensuite à purgare 10 000 emplois dans le cadre du plan de restructuration Power 8. Au préalable, on se sera dépêché de revendre ses actions pour aider l'entreprise à se redresser, merci messieurs Forjard et Lagardère. Même prescription chez Mico à Saint-Dizier, 254 suppressions d'emplois sur 493, chez DMC à Ilzard, 208 emplois supprimés, chez Arc International dans le Pas-de-Calais, 560 suppressions d'emplois d'ici à fin 2010, chez Sanofi Aventis à Vitry-sur-Seine,
471 emplois sur 661 à dégraisser des apostrophes. Ici 2012, chez Goodyear Dunlop à Amiens, 402 sur 1400 dès la fin 2008, et tout cela avant le krach boursier d'octobre 2008. La saignée peut être utilisée comme médecine préventive, c'est même un cas de figure des plus fréquents. En juillet 2008, Renault et Saint-Gobain, deux entreprises en parfaite santé, venant de réaliser des bénéfices confortables et en hausse sur l'exercice précédent, annoncent ainsi respectivement 5 000 et 4 000 suppressions d'emplois. Pour total, ce seront seulement 550 emplois supprimés dans les prochaines années, mais après des profits records, 14 milliards d'euros en 2008. Mais le champion toute catégorie de la purge et de la saignée, c'est Michelin. À Clermont-Ferrand, le Bibendum s'est dégonflé de moitié depuis 1983, passant de 30 000 à 15 000 salariés. 1999, plan de restructuration sur l'ensemble du groupe, 10% des effectifs supprimés. Octobre 2007, annonce de la fermeture de l'usine Kléber de Toul employant 826 personnes. Depuis 25 ans, pas moins de 8 plans sociaux se sont ainsi succédés. Risseignard, Repurgaré, Reclistéricère, Aurédie Molière. Maladu d'utile crevard. Purger les uns pour soigner la santé des autres. Il y a une catégorie de gens à qui cette médecine réussit tout à fait, les actionnaires de ces sociétés. Et la bonne santé de ces gens-là, ce n'est quand même pas rien. Or, c'est bien connu, rien de tel qu'une bonne saignée dans le personnel pour faire monter le cours des actions d'une société. Mieux même, il suffit de l'annonce du plan social pour que l'action en bourse prenne immédiatement 10%, c'est magique. On l'a très bien compris à la direction d'EDF depuis que l'entreprise est cotée en bourse. On l'avait compris bien avant en réalité, d'autant que le statut d'entreprise publique n'empêche nullement la présence de capitaux privés. Mais l'introduction en bourse fin 2006 et l'ouverture du marché de l'électricité, en plaçant l'entreprise en situation de concurrence avec d'autres groupes européens, ont accru ses exigences de rentabilité. Un docteur Diafoirus est donc venu, qui a ordonné Clister, saignée, purge de 6 000 postes, et le cours en bourse de l'action EDF a aussitôt augmenté. Mais il faudra sans doute d'autres purges et d'autres saignées pour réaliser les 1,5 milliard d'économies sur les coûts salariaux programmés dans le projet industriel 2005 à 2007. Le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, l'a bien dit d'ailleurs, la suppression de postes à EDF fait partie des exigences du monde d'aujourd'hui. Comment une grande entreprise comme EDF fait-elle pour être compétitive ? S'est-il interrogé. Comment fait-elle pour se moderniser ? Comment fait-elle pour rester une grande entreprise mondiale dans le domaine énergétique ? Elle fait comme tout le monde. Clisterium Donard, posté à Saignard, ensuite à Purgaré. Les profits d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.